C'est le début de semaine, bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre programme Décrispant 10-12 Zénith qui démarre actuellement sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est bien sûr le programme le plus électrisant du PAC, le paysage audiovisuel camerounais. Vous êtes des privilégiés, c'est une nouvelle aventure qui démarre à l'instant et toute la grande famille est là pour vous accueillir. On vous ouvre grand les bras pour parler justement de sujets d'actualité, mais sous un prisme un peu plus décalé. Et justement, tout le monde ici est un peu décalé. On va essayer de recaler tout ça. Charlamagne Bachou, Pamela Fomen, Bonbon Bengan et Dominique Audrey. Tout le monde est de la partie. Bonjour à tous et bon début de semaine. Bonjour spécial aux hommes qui ne tiennent pas leurs paroles. Ils sont semblables à ces benguistes de décembre qui sont en chemin déjà. Les filles, faites très attention aux hommes qui parlent bien. Les benguistes sont dehors. C'est décembre. Bonjour Charlamagne. Je n'ai pas parlé à Charlamagne. Il sait quel est mon problème. Il sait. Faites attention aux gens qui, tous les jours sur Facebook, disent qu'ils vivent le ndolo parfait. Ça finit parfois en Chine et aux États-Unis. Dans le Massachusetts. Bonjour Pamela Fomen. Bonjour Cédric, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tout le monde sur le plateau. Week-end dans le noir. Bienvenue au Ce n'est pas nouveau. Ça dure, ça fait quoi? 4 jours déjà. Chez moi, Je ça crois que fait c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Achetez des groupes. On va changer avec quoi? Il y a pénurie de carburant. Il y a pénurie de carburant, on change le groupe avec quoi? L'eau? Ou acheter des plaques solaires. Vous comptez sur qui? Eneo? Techniquement, on compte sur l'État. Maintenant, si l'État compte sur Eneo, par ricochet. Vous n'avez pas de problème là. On étudie à la lampe tempête. Le paradigme africain voudrait que tout change et nous devons vivre avec notre temps. Voilà. On vit avec notre temps. On ça, espère que notre temps ne sera pas plongé dans le noir encore pour le reste de la semaine. Nous y sommes. Nous y sommes. La preuve, s'il arrive que vous ne pouvez pas repasser vos habits, vous sortez avec ça. Tout simplement. Alors, pour venir à la télé. Alors, il fait comment? La télé, on ne sait pas qu'on coupe la lumière. Vous allez expliquer à ces millions de personnes qui nous écoutent que non, vraiment, oui, justement, c'est cela. C'est-à-dire, la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à l'aise. C'est cela, sachez-le. Mais lorsqu'il traverse des périodes de controverses, et de difficultés, et des défis, c'est cela. C'est très intelligent. Non, c'est indigène. Non. Je ne vous comprends pas. C'est ça dont le paradigme africain. C'est-à-dire, c'est ça la complexité de l'ordre et du désordre. C'est-à-dire qu'on fait comme si le jour et la nuit sont dans un combat. L'un gagne, l'autre gagne, et ainsi de suite. Oh, c'est cela. Quand on habitue à son cerveau à cela, quand on est à l'aise, on supporte quoi? Puisque tu es à l'aise, rien. On ne mesure pas. Donc, c'est quand tu traverses les controverses, les défis, qu'on mesure si tu es grand ou pas. Voilà. Ouais. J'espère que vous saurez faire preuve de grandeur dans l'adversité. En tout cas, nous, on est bel et bien là. Dominique Audrey, l'histoire du jour. C'est une histoire assez compliquée parce qu'elle est en train de diviser une famille de 8 enfants. Celle qui nous écrit est âgée de 23 ans et elle est la 5e de cette fratrie. Elle fait savoir que leur papa avait une tante qui l'a adopté tout petit puisque elle n'avait pas fait d'enfant. Donc on appelle cette tante de notre père grand-mère. Notre maman nous racontait toujours comment notre papa avait travaillé toute sa jeunesse et donné à notre grand-mère. La grand-mère a rendu l'âme en 2017. Nous étions les seuls membres de sa famille à aller l'enterrer puisque tout le reste avait fait une danse spirituelle appelée entre guillemets la jeune dame a mis comme vert pour la renier de la famille après son inhumation. Nous sommes retournés vivre dans la maison de cette grand-mère et nous avons malheureusement perdu notre maman en 2022. Mais avant de mourir, notre mère envisageait de vendre cette maison de la grand-mère à pas moins de 60 millions. Malheureusement, lorsque maman a fermé les yeux, notre deuxième sœur aînée, qui est le premier enfant de notre mère, s'est précipitée pour vendre la maison
chose dont nous n'étions pas d'accord depuis le départ et elle était en complicité avec le preneur. Au départ, le monsieur nous a fait savoir que la maison devait coûter 30 millions et comme le terrain était sans papier, l'acheteur devait verser 10 millions. Il finit le titre foncier avant de verser le reste. Mais le jour du versement, le monsieur nous a dit qu'il doit plutôt nous verser 16 millions et que les 6 de dessus lui revenaient parce que c'était une sorte de démarcheur. Le souci aujourd'hui est qu'on avait envisagé d'acheter un autre terrain après la vente de la maison de la grand-mère. On avait envisagé la construction d'une autre maison. J'ai demandé à mes sœurs de donner la construction de la nouvelle maison au père de mon enfant parce que celui-ci est maçon. Après avoir longtemps hésité, elles sont venues lui faire la proposition. Il était question de finir une dépendance de 2 studios modernes qui avaient été montés de moitié, de faire une grande maison de 4 chambres, 2 douches internes et une autre externe, une cuisine moderne et une cuisine externe, monter une clôture, faire les finitions de telle sorte que la maison soit habitable. Au départ, ils étaient censés verser 11 millions, mais comme l'acheteur n'a pas versé toute la somme convenue, elles ont plutôt donné 10 millions au père de mon enfant. Il leur avait dit qu'il devait finir en 1 mois. Mais avec la flambée des prix des choses, nous voici ici dans le 4e mois. Les chantiers n'est pas encore livré et mes sœurs ne cessent de me harceler. Il m'a dit que les choses sont devenues trop chères et qu'il serait simplement en mesure de finir la grande maison. Pour les studios, il a avancé et il reste seulement à faire le sol avec les toilettes, la peinture et autres. Mais tous les jours que Dieu crée, mes sœurs portent critique sur tout. Elles disent regretter jusqu'à 10 millions. Lui, de son côté, mes sœurs abusent également. Je suis au travers des deux. Je suis fatiguée, dépassée. Je regrette également que cela se termine mal. J'ai même pensé à me retirer à partir où personne ne me connaît. Je ne dors plus. Je ne peux plus parler au père de mon enfant jusqu'à qu'il m'écoute. Je ne peux non plus parler à mes sœurs parce que personne ne veut entendre raison. On rappelle, notre papa a un problème de santé et il est difficile pour lui de prendre les décisions. Donc c'est ma sœur aînée qui décide quasiment de tout et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Aucun oncle ni tante ne peut se prononcer, s'il vous plaît. Voilà. Et aussi, ma grande sœur a décidé de porter plainte au père de mon enfant par rapport à ces 10 millions qu'elle a donnés et le chantier qu'elle n'a pas reçu. Comment faire pour essayer d'arranger cette situation sans qu'aucune des parties ne se sente lésée? Doit-on se donner les chantiers en famille ou en belle famille? Comment on fait? On peut avoir un maçon dans la famille et... Elle est mariée avec lui? Non. Je crois pas. Non, c'est le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. Oui. C'est vrai que ce qui les unit, c'est l'enfant, mais c'est ce qui l'unit, elle, à cet homme, pas forcément sa famille. Oui. Ça devient compliqué. C'est généralement le problème que l'on a, c'est que la plupart des histoires que vous nous ramenez, des gens ont déjà pris des décisions. Ils se rendent compte qu'ils se sont plaqués le visage contre le mur et ils reviennent demander des avis. Pourtant, c'est généralement mieux de demander avant de... Mais bon, on va se rompre à la tâche, hein. On n'a pas 36 solutions. C'est pas comme si on va lui dire non, on va rien vous dire. Pas comme si on va refuser de lui dire quelque chose. On ne serait pas surpris non plus. On ne serait pas quoi? Surpris. De quoi? Qu'on lui dise ça. Qu'on lui dise qu'on ne l'aide pas, qu'on ne peut rien pour elle. Ce ne serait pas une surprise. Pourquoi? Les choses sont comme elles sont. Hein. Quelles choses sont comme elles sont? Attendez. Les gens demandent votre aide et vous... Go ahead. Ok, quiet, c'est mieux. Mais j'espère que vous parlerez. Bien sûr. Voilà. Oh, je ne fais que ça. D'accord, vous lui diriez quoi? Partir là où elle veut partir là où personne ne la connaît et tout. Non. C'est ça la solution? Non, Fuir? elle ne peut pas. La plainte va être opposée contre le père de son enfant. Donc, de quelque façon que ce soit, il va bien falloir que quelqu'un ait lui donné le tapioca où il sera. Parce que vous pensez direct qu'on va l'arrêter. Hein? On pourrait l'arrêter si les sœurs parlent d'escroquerie. Écoutez, il faudrait... cette fille, vraiment, il faut éviter les problèmes. Je ne sais même pas comment dire, mais il faut éviter les problèmes. Votre Ça fait famille... partie d'un refrain au continent.
quitter derrière le problème. Quitter derrière les problèmes. Parce que vous avez un chantier comme celui-là, c'est vrai. Avoir quelqu'un qui fait dans le domaine et vouloir lui donner le marché, c'est vouloir lancer la personne. Mais il y a des risques. Parce que d'un côté comme de l'autre, vous êtes tenu par les sentiments. Vos sœurs auraient pu ne pas verser l'argent et demander au garçon, à votre au père de votre enfant de préfinancer. Et après, quand il allait réclamer, vous auriez dit, mais ce sont mes sœurs, patiente un peu, elles vont te donner et tout. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a trop donné. Et le garçon vous a fait manger le porc brisé, le poisson brisé, vous avez mangé les capes et tout ça. Certainement, c'est ça. Attendez, c'est pas possible. Vous étiez là quand il mangeait toutes ces... Écoutez, mon gars ne peut pas être porteur. Non. Quand tu veux manger, peu importe. Vous savez que le porteur est capricieux, non? Oui. Voilà. Donc, moi, je me dis quelque part, si le monsieur n'a pas été au terme de son chantier, il a eu soit une mauvaise gestion, soit alors les prix ont effectivement augmenté. Mais s'il a donné un délai d'1 mois pour finir les travaux, ça veut dire qu'il s'est suffisamment renseigné sur le prix des matériaux. Vous ne pouvez pas... Vous pencheriez plus pour la thèse de la mauvaise gestion. Mauvaise gestion. D'accord. Mauvaise gestion. Et lorsqu'on se rend même compte qu'on ne va pas rendre le chantier à temps, vous prenez quand même sur vous de vous rapprocher des personnes qui vous ont donné le chantier en disant voilà, pour les studios, on n'a pas encore terminé parce qu'il y a eu ça, un de mes techniciens est malade, le ciment a augmenté, il va falloir faire des rajouts et tout. Vous tenez la personne qui vous a donné le chantier au courant de toutes les évolutions. Et maintenant, le problème des sœurs, c'est que vous vous êtes tellement reposé sur la confiance que vous faisiez à ce gars ou à votre sœur que vous n'avez pas pris la peine. Est-ce qu'on donne d'abord un point comme ça pour le chantier? Donc elles ont tout donné en fait. Elles ont pris 10 millions, elles ont donné. D'accord. Que le beau des beaux. Va, tu nous fais une maison là, 4 chambres. Vous voyez, elle sourit Pamela Fo, mais notre ministre des Travaux publics va dire quelque chose. C'est une erreur. Comment se passe lundi? L'expérience a prouvé que le fait de se reposer totalement sur les personnes qu'on connaît, parfois ça s'avère être regrettable par la suite. Regrettable par la suite. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Votre chérie va devoir terminer le chantier. Je ne sais pas, peut-être vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, aidez votre gars à terminer. Elle l'aime à ce point. Elle aime au point de suggérer que c'est ça lui dans le chantier. Ah, donc elle devrait l'aimer au point de casser sa réunion et oui, si elle en a eu. De lui donner pour qu'il termine le chantier. Parce que vos sœurs ne doivent transiger sur rien. Ce n'est pas parce que vous avez fait un enfant avec notre sœur que ça vous donne le droit de ne pas remplir votre part de marché. Et malheureusement, avec ce qu'il fait, on est obligé de conclure avec ceux qui disent que les techniciens, parfois, font preuve de peu d'honnêteté. Pour ne pas dire de malhonnêteté. Voilà, je suis gentil aujourd'hui. Oui, c'est lundi. C'est lundi. Madame le ministre des Travaux publics, Pamela Fomène, on a une affaire, Madame le ministre, où le maître d'ouvrage ou alors les maîtresses d'ouvrage ont directement donné tout l'argent à l'entreprise adjudicataire qui en fait s'avère être tenue par le beau des beaux. Escroquerie en perspective, mal gestion ou alors erreur monumentale des maîtresses de chantier ou même de la fille du beau des beaux, la femme du beau des beaux. Je transcris ça comme ça pour que même les esprits les plus simples à la maison comprennent ce qui se passe. Je n'ai pas envie de dire que la fille est complice. Mais vous le pensez. Donnez votre avis. Non, je n'ai pas envie de dire qu'elle est complice. Vraiment, je connais un peu. Dominique Odoyeng, elle dit qu'elle a mangé les barres, un peu le bénéfice à son gars. Et si lui étouffé. Mais l'idéal serait... Étouffé, non. L'idéal serait quand même que ça ne soit pas une recommandation, un mérite. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on regarde ce que le monsieur a déjà eu à faire. Est-ce qu'il a eu à construire ce type de maison? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce que ce genre de choses, c'est la moralité généralement. Est-ce que la personne a de très bonne moralité? Peut-être aujourd'hui, c'est la femme qui a estimé que son mari peut gagner sur chantier. Peut-être l'intention était de permettre à son mari d'avoir un peu de sous. Mais maintenant, quand ça n'a pas marché, on peut traiter le couple de malhonnête ou bien de personnes à qui on peut pas véritablement faire
confiance, mais c'est parce que le pire est arrivé. Mais c'était bien, on devait dire non, ça c'est un meilleur beau, c'est quelqu'un qui on peut faire confiance. Mais c'est le beau des beaux. Avant de prendre une telle initiative, je crois qu'il y a un proforma qui se fait, il y a un devis, on essaye d'estimer. Est-ce que le devis là, elle part vraiment comme un ministre des Travaux publics. Allez-y. On lui a donné 10 millions. Oui, je veux dire, est-ce que le devis que le monsieur a proposé était vraiment... Parce que nous, on peut estimer que 10 millions, c'est énorme, mais on ne peut pas savoir ce que la famille voulait exactement. On peut dire 20 millions, on peut dire 10 millions, peut-être une chambre, un salon, c'est d'accord que c'est énorme, mais non, si on dit 10 millions et qu'on veut un duplex, je crois que là, ça pose un problème. Mais si le monsieur a fait le devis, on a estimé que d'accord, ça peut marcher et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, je crois que les techniciens ont souvent ce retard. Ce n'est pas propre à ce monsieur. On peut parfois dire qu'on va livrer le chantier en un mois ou bien en un an. Après, ce n'est pas le cas, mais je dis toujours les dépenses doivent être justifiées. Vous estimez que telle maison peut prendre 10 sacs de ciment. On évalue tout simplement, ça peut aller au-delà de 11. Il peut surévaluer. 12. Il n'aurait pas dû surévaluer juste pour avoir une marge de sécurité. Déjà, il a surévalué. Si on lui a donné 10 millions, je suis persuadé, je peux me tromper, mais je pense que c'est moins de 10 millions. Ça veut dire que déjà dans les 10 millions... Oui, c'est ce qui arrive généralement. Quand vous allez, même moi je prends un cabana, quand vous allez chez la couturière, vous venez avec votre vêtement, elle vous dit je vais coûter ce vêtement à 5 000 francs. En réalité, ça peut coûter 2 500 francs. Au cas où elle ne réussit pas votre modèle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le 2 500 francs qui est au-dessus, elle achète un autre tissu, avec votre argent, elle court pour vous remettre. C'est comme ça que ça se passe pour les techniciens. Donc, sur le plan B, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, j'ai dit, le monsieur a peut-être... il s'est peut-être mal comporté. Je ne suis pas en train de l'accuser, hein, vraiment, je ne connais pas sa moralité. Peut-être qu'il a fait consciemment ou bien ce n'est pas le cas, mais plus que c'est le beau de la famille, ça va dégrader un peu la relation qu'il entretient avec cette jeune fille. Maintenant, est-ce qu'il peut rembourser? Il ne peut pas rembourser, le chantier a déjà démarré. Je crois qu'ils sont déjà dans les finitions, c'est vraiment pas possible. Tout ce que la dame doit faire, doit soutenir son mari. Okay? Si le monsieur reconnaît, les techniciens, pour la plupart, nous avons tous nos techniciens dans la famille, ils ne sont pas très honnêtes. Je crois que Dominique l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas très honnêtes. Peu importe le domaine, les techniciens de manière générale, ils ne sont pas très honnêtes. Donc le monsieur, peut-être, il fait l'exception, on ne peut pas savoir. Mais si on s'en tient à ce que l'histoire nous révèle ce matin, ça a été une grave erreur pour la fille. J'aurais aimé que c'est les sœurs de la fille qui viennent et qui disent que pourquoi notre beau là ne pouvait pas gagner ce chantier? Pourquoi est-ce que c'est vrai qu'il fait dans ça, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas lui donner? Mais comme la fille qui s'est portée garant en disant faites-le, donnez le chantier à mon gars. C'est où ça tique un peu. Bon, les faits sont là. Si la dame qui veut porter plainte, elle n'aura qu'à porter plainte parce qu'elle est seule contre toutes ses sœurs. Elle va se défendre comment? Parce que les preuves sont là. Vous avez reçu de l'argent, vous avez promis livrer en un mois. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez vraiment pas atteint vos objectifs. Je crois qu'il va prendre ses exemples, mais c'est à tort. Je crois qu'on devait quand même faire confiance à ce monsieur. Bon, Mengane, soupçon de malhonnêteté avec un petit zeste de malgestion ou alors petite pincée, on va dire ça comme ça, petite pincée dans une soupe d'imprévu agrémentée, on va dire, d'avenant dans cette affaire. On pense plus pour le soupçon de malhonnêteté, une pincée de malgestion. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est les conséquences. D'abord, ils sont arrivés à un point où ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus? Oui, mais la famille, ils sont arrivés. La famille est clivée. Un problème de vente de terrain. Tout à fait. Pamela a dit quelque chose d'important. Je le dis, c'est sur la nôtre manière. Et je vous ai dit ici, là où l'argent est la mesure de toutes les choses, il est impossible d'y mener une vie de justice et de bonheur. Sachez-le, c'est des choses implacables. L'autre chose qui conditionne cela, c'est que nous sommes en train de gérer l'héritage de la grand-mère. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Ils ont mis l'argent, le bonheur. Et là, vous verrez donc l'argent, ça ne peut pas. Et c'est à ce niveau que le paradigme négro-africain vous rattrape encore. Parce que nous disons que la spiritualité est la zone par excellence de la vigilance de la conscience. Ces problèmes de famille sont généralement connus à 95%. Grand-mère pensait de quoi de sa maison? Personne ne veut s'intéresser à cela. Si nous voulons vendre ou changer même de dispositif ou refaire la maison, où est-ce que grand-mère sera contente de cela?
personne. Ah, il est parti. Et je vous dis toujours que chez nous, les morts ne sont pas morts. C'est pour ça que nous disons, nous n'aimons pas le terme défunt. Défunt veut dire inutile, déchet. Ce défunt est différent de mort. Le corps physique qui part, l'autre corps reste, les autres corps restent. Vous faites quoi de cela? Donc, vous voyez, vous dites non, nous on évolue. Vous voyez donc là où ça nous amène. Ça nous amène. Moi, on considère, ils ont déjà arrivé à des points de clivage. Si elle pose mal 2 ou 3 mots, le gars ne va plus l'épouser. Il risque même de partir. Voilà, sans payer. Et la famille est en train de se liguer contre elle. Le gars a-t-il une conscience en disant ouais, j'ai gaspillé cet argent, je dois peut-être m'endetter pour sauver l'honneur. Est-ce que les gens sont encore dans ce schéma mental? Non. C'est pour ça que je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que cette femme, on a une femme aujourd'hui qui est bien... Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mon problème, c'est que lorsque vous gérez l'héritage de votre papa, de vos grands-parents, il faut les intégrer là-dedans. Les intégrer veut dire essayer. Quand vous dites, on les a enterrés de manière digne. Nous avons enterré vraiment... Qu'est-ce que vous mettez dans dignité? Ces problèmes-là, vous les posez d'abord et vous verrez ensuite. Donc, si vous dites maintenant, on a pensé, je vais alors faire un prêt à ce garçon pour qu'il termine l'argent. Non, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le pala-pala qui, comme dit Dominique Audrey souvent, qui existe dans nos familles, qui nous amène à poser seulement le problème des conséquences d'un problème. Moi, autorité traditionnelle de mon étage, on ne parle pas des conséquences d'un problème. Vous pensez comme vos 2 filles, Dominique Audrey et Pamela Fomen, que la femme devrait venir en aide à son gars pour résoudre cette épineuse situation? Est-ce que le gars le lui demande? Si elle revient ici, oui, le gars, je l'ai même aidé, je me suis endetté là, puis il a poum, comme on dit. Il a poum, elle va encore poser le problème. Est-ce que le gars lui a demandé que chérie, comme tu vois, on a mangé tout l'argent là, les poissons pressés qu'on mangeait là, ta nouvelle tenue. Mais si elle fait rien et que on porte plainte, la famille porte finalement plainte au monsieur, elle va se retrouver au beau milieu d'une guerre et éloignée de sa famille parce que sa famille pensera certainement qu'elle était de mèche avec son gars pour manger leur argent. C'est pour ça que je vous ai rappelé quelques phrases d'Idriss Aberkane. Évitez d'entrer dans une guerre civile où tout le monde sera perdant. Et c'est la conscience qui juge cela. D'accord. Charles Hamel, situation épineuse. Une femme coincée entre 2 feux, celui nourri de ses sœurs et celui sur la défensive et peut-être même sur la semi-offensive de son gars qui justement brandit le prétexte de l'augmentation des matériaux de construction pour justifier le fait qu'il n'ait pas vendu le chantier comme il l'avait promis. Et la femme ne sait, je suis du côté de mon gars ou du côté de mes sœurs, ou bien je disparais tout simplement. Histoire trop touffue, incompréhensible. Vous me racontez ça 3 fois, je ne vais rien comprendre. La première partie où elle dit que l'argent est monté, on a vendu, on devait faire ceci en venant remettre, on a coupé 6 millions qui devaient être, qui représentent, ça sert à quoi? Pour dire que sa soeur avait d'abord commencé à voler l'argent du terrain en haut. Ça sert à quoi déjà à ce niveau? Donc sa soeur avait volé l'argent du terrain. Puisqu'au départ, le monsieur a dit on devait prendre 30 millions, acheter la maison à 30 millions. Après, la Pacha est venue dire que non, c'est plutôt 16 millions. Et maintenant, on a laissé 10 millions. Il y a eu 6 millions que la Pacha a dit. On est donc dans une situation, Charles Hamel. Il y a des rancœurs. Il y a des rancœurs et on a une jeune fille dont on a... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle essaye déjà de se donner bonne conscience dans cette affaire en accusant sa sœur au départ? Dans cette affaire, tout n'a pas été transparent. Il y a des affaires dans l'affaire. Il y a une affaire dans l'affaire où les 10 millions qui a été remis, elle a récupéré sa part sur la part qu'il y avait en haut. Ça, c'est une lecture. Elle a déjà récupéré sa part. L'autre pan sur lequel on peut voir, c'est
Je n'avais rien comme contribution. La seule contribution que j'avais, c'était la main d'œuvre du maçon. À qui j'ai dit, montre les devis. Dedans, tu ne vas pas te payer. Tu pars. C'est ma part de contribution que je donne dans le projet. Elle a donné dans le projet, elle a fait en disant que bon, on fait comme au Cameroun. On te donne d'abord l'argent et après tu y fais des avenants. Ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Tu crées, ces messieurs, je les connais, l'argent qu'ils ont caché va sortir. Donc ici, le gars s'est retrouvé piégé dans un problème de famille. Il s'est retrouvé piégé dans un problème de famille. Celui que je plains dans cette affaire, c'est plus lui, le gars. C'est le pauvre maçon. C'est le pauvre maçon que je plains parce que des deux côtés, il a été utilisé. Qu'est-ce qui vous rassure que la CEI a frappé en haut, lui a dit que non, je te donne 10 millions alors que tu n'as pas perçu 10 millions. Non, à ce niveau, le gars peut avoir signé 10 millions alors qu'il n'a pas perçu 10 millions. C'est pas un marché public. Non, ouais. On est en plein marché public. On a notre ministre des Travaux. Non, en plein marché public, puisque le gars dit que ce que j'ai reçu, les matériaux ont augmenté sur le terrain. La crise en Ukraine. Je n'ai pas pu livrer la station debout parce que l'état de la route et les saisons climatiques, je n'ai pas maîtrisé. Non, le gars vous dit forcément, je n'ai pas eu. Vous avez le même devis. Les matériaux, là, les avancées sont là. Mais hélas, les choses sont chères sur le marché. Alors, est-ce que dans le devis que le gars a donné, il n'a pas sous-évalué pour gagner le marché? Il peut avoir sous-évalué, se disant qu'il allait gagner le marché, il devait avoir certains accessoires et ceci, et qu'à la fin, il y a eu trop de contrôle. Donc vraiment, dans cette affaire, c'est un peu touffu. Touffu parce que chacun veut gagner. Un peu, c'est touffu. On donne alors le marché à son beau ou on ne doit pas donner? Je ne peux pas répondre à ça parce que là encore, il y a plusieurs volets. Il y a encore plusieurs volets qui interviennent. Le gars qui a gagné le chantier a été imposé par la sœur. C'est la sœur qui a dit, mais vous voulez donner dehors alors qu'il y a quelqu'un ici, là, le père de votre enfant, votre neveu, vous voulez de votre nièce, vous voulez donner dehors. C'est ici que moi ça tourne, ça nous permet de pouvoir faire, on va aménager. Et dedans, on lui dit que le gars a conçu ça bien, arrange-toi, fais le devant comme ils vont voir beau et le derrière. Donc il y a toujours ces affaires. Quand rien n'est transparent, on arrive à ça. Ce qui est sûr, c'est que s'il a fait véritablement que les choses ont marché, on va prendre son devis et il y aura une contre-expertise où les gens vont descendre sur le marché en disant allons contrôler le marché. Ce que tu as donné, voici les prix que tu as donné, mais on se rend compte que les matériaux, les bons sur le marché ont tel coût. Donc soit tu as sous-évalué l'affaire, soit effectivement tu évalues à la norme, parce que là, ceux qui vont descendre faire des enquêtes sur le terrain pour prendre les coûts, vont prendre les coûts avant un mois, pendant un mois et après voir le flux, comment est-ce que ça a bougé. Donc s'il a raison, ils n'ont rien à se plaindre qu'on laisse la plainte prospérer, mais s'il n'a pas raison, s'il a dit qu'il a acheté 10 camions de sable, que ce soit sable fin, sable sale, il devra présenter les différents documents, le prix auquel il a acheté, comment est-ce qu'il a fait pour le transport. Tout ça, s'il est transparent, ça va dans le cas où il n'est pas transparent. Ça va lui retomber dessus. Alors, le conseil de Charles Hamel, il n'est pas si mal. Laisser la plainte prospérer. Oui, laissez la plainte prospérer si vous avez foi dans le père de votre enfant et que vous savez qu'il n'a rien à se reprocher. Si vous dans savez cette que affaire, vous n'avez pas mangé le porc une semaine d'affilée, il ne rationnait pas là. Il y a son pourcentage aussi. Attention. Lorsque le technicien vient vous voir et vous dit vous avez un souci sur votre voiture, et c'est le souci au niveau du catalyseur, il met la machine, même il appuie dit regardez, ça signale que le catalyseur est bouché, il faut changer le catalyseur. Vous avez deux choix. Il vous demande là, le patron, c'est vous qui payez, ou bien vous m'envoyez, ou je vais payer. Le patron me demandait que le prix, c'est combien? Vous dites un catalyseur, c'est 250 000. Je dis n'importe quoi. Vous dites que non, vraiment, on voit comment on va baisser le prix et tout. Il dit que patron, je ne peux pas. Mieux vous partez vous-même sur le marché, payer. Vous amenez, vous payez ma main d'œuvre, je monte. Mais sachez que ça, c'est le prix des mécaniciens. Vous, en allant, on va vous taxer à 300 000 et comme ça. Il vous indique les maisons. Face à cette transparence avec laquelle vous avez le choix, en disant que bon, ok, arrive sur les lieux, tu lui demandes de faire le retrait dans mon dos, fais-moi signe, je te fais le dépôt, tu payes, mais viens avec la facture. Quand le gars n'a pas payé, il y a déjà son argent dedans. Toujours. Oui, c'est clair. Toujours. Il y a déjà son argent dedans. La facture ne fait plus rien. Je dis qu'il y a déjà son argent dedans. Une fois qu'il a son argent, qu'il retire son argent, il rentre, il me dit que grand, maintenant paye-moi ma main d'œuvre.
Donc le technicien à l'école, on lui enseigne déjà que commence à te payer dans le devis. Non, oui. Commence déjà à te payer dans le devis. Parfois, il vous donne le devis. Quand le technicien vous donne le devis, si vous ne prenez pas la peine de lire, il y a des redites. Il peut employer un même terme 2 fois, mais avec des différentes techniques. Non, différentes expressions ou appellations. Hein? Il va vous dire contrôle du sensor, vérification avec la machine, c'est la même chose. Parce que allez voir les sensors et la vérification, c'est la même chose. Mais si vous ne maîtrisez pas... Vous êtes en train de vendre la pêche, les gars. Je vous dis que c'est ça le technicien. On leur enseigne ça à l'école. Parce qu'à l'école, on dit aussi, à l'école des techniciens, tout ce qu'il faut électronique, on leur apprend que tous les clients sont des mauvais payeurs. Donc mieux vaudrait prendre pour vous déjà dans le devis. Quitte à ce que la main de... Donc, quand vous discutez avec un technicien, vous dites que, gars, même s'il veut ne me paye pas, j'ai déjà pris mon argent dans le devis. Dans le devis que le gars vient avec, il a déjà son argent dedans. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça qui le rattrape? Va savoir. En tout cas, vous jaugerez, vous devez aider votre gars, le père de votre enfant, envers et contre tout, au moins pour laver son image auprès de vos sœurs et maintenir un certain équilibre. Ou alors, laisser la plainte prospérer. Si vous avez foi en lui, eh bien, seule la vérité lui donnera raison. Et justement, on peut cacher beaucoup de choses, mais on ne cache pas forcément la vérité. On va faire un détour pour la colère de Charles Amène Bachou, on revient. Je m'interroge ce jour sur la question de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, ou si vous voulez, depuis quelque temps, on dit émergence du Cameroun en 2035. Mirage ou illusion? Après la réduction de la dette dans le cadre du point d'achèvement, le gouvernement a proposé aux Camerounais un nouveau contrat social visant à faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2035. Le gouvernement a donné aux Camerounais 3 rendez-vous majeurs. La première phase concernait la modernisation de l'économie 2010-2019 avec la mise en place des infrastructures et la réduction de la pauvreté absolue de 40% en 2010 à 20 à 25% en 2015 à travers une croissance soutenue de 7% par an. La deuxième phase, elle permettra d'atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire 2020-2027, à l'instar du Botswana et de l'île Maurice, en augmentant le revenu par tête des Camerounais de 983 $ actuellement, à une fourchette entre 3 706 et 11 455 $, valeur de 2007, grâce à une croissance autour de 10%. La troisième et dernière phase concernait le passage au stade de nouveaux pays industrialisés et émergents 2028-2035 en partant ou en portant la part de la production industrielle à 40% de la richesse créée annuellement par le Cameroun. Le revenu par tête d'habitant a une valeur supérieure à 11 445 $ en 2035. La pauvreté absolue ne touchera plus qu'un Camerounais sur 10 et l'espérance de vie passant de 50 ans actuellement à 71,5 ans en 2035. Dans le cadre de la mise en place de la première phase, un certain nombre de grands projets d'infrastructure ont été, ou dit-on, en cours d'exécution, même si on s'est retrouvé à abandonner tous ces premiers projets qui n'étaient qu'à la deuxième phase ou en phase de démarrage, au stade de recherche de financement. Il s'agissait notamment d'infrastructures de production d'énergie, de transport, d'approvisionnement en eau, de routes et d'autoroutes, ainsi que d'équipements industriels et miniers. Au vu des premiers résultats du DSCE, des ODD et du début timide de la SND 30, l'on est en droit d'être sceptique quant à la capacité de notre pays à atteindre les objectifs fixés en termes de croissance et d'amélioration du revenu par habitant. Quelques grands chantiers ont été lancés, mais la situation économique du Cameroun demeure préoccupante car la croissance économique au cours de ces 3 dernières années se situe autour de 4,5% et pourra atteindre plus de 5,5%, ce qui est largement en dessous de la trajectoire de 7% retenue pour réduire absolument la pauvreté au Cameroun. Comment comprendre la somme de ces discours creux et vicieux
lorsque les Camerounais vivent une gouvernance festive, la crise économique, la précarité, le chômage et l'affaissement des valeurs? Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays a besoin d'une transformation politique, économique et sociale pour redonner espoir aux Camerounais et à la jeunesse en particulier? Trop de programmes jeunes ont été mis en place, des programmes jeunes qui n'ont pas traversé Mbopi, la rivière Mbopi, et qui n'ont même pas pu atteindre la Dibamba. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait, selon les statistiques du gouvernement, qu'entre 80 et 90% des Camerounais travaillent dans le secteur informel, notamment dans le monde rural et les activités tertiaires de survie, telles que la vente à la sauvette, beaucoup plus de moto-taxis, ou encore le call-box dont les chiffres sont déjà en train de diminuer. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que le Cameroun se bat avec un faible niveau de croissance économique, une mauvaise gouvernance, un climat des affaires hostile au développement du secteur privé productif, ainsi que des déficiences chroniques au niveau des facteurs de production, électricité, transport, eau, télécommunications, port, main-d'œuvre qualifiée, j'en passe? Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays est également victime d'une culture bureaucratique qui amène les dirigeants à multiplier les emplois de manière désordonnée dans la fonction publique, en oubliant que le secteur privé, qui est le moteur de la création d'emplois, est en panne sèche? Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays est également victime d'une mauvaise gestion de la masse salariale, de la fonction publique et des pensions de retraite, ainsi que l'absence de stratégie en matière d'endettement de l'État qui constituent des bombes à retardement? Peut-on entrevoir une émergence rendue en 2000, à l'approche de 2024, en 2035, lorsqu'on sait que si on change ou on ne change pas le système actuel, nos fonctionnaires, nos soldats risqueraient, entre guillemets, de se retrouver au bout parce qu'on s'intéresse à des choses fonctionnement? Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que notre pays, au vu de cette perspective catastrophique, deviendrait inéluctablement, avec la ratification des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, compte tenu de l'absence de compétitivité des entreprises camerounaises et des pertes colossales en termes de recettes pour le budget de l'État, un pays à fort taux d'importation plutôt que de production locale? D'ailleurs, passons au niveau de l'import-substitution, si vous voulez bien. Peut-on entrevoir une émergence en 2035 lorsqu'on sait que le budget de ce pays n'est pas utilisé pour structurer l'économie, stimuler la croissance et réduire la pauvreté? Sur un budget d'environ 3 236 milliards pour plusieurs années aujourd'hui, notamment l'année 2013, 60,72% de l'enveloppe était concentrée aux dépenses de fonctionnement, 29,57% à l'investissement, 9,70% au règlement de la dette. Dans le système actuel, les commandes de l'État créent davantage des emplois à l'étranger qu'au Cameroun, en raison d'une tendance à attribuer les marchés publics aux entrepreneurs saisonniers important les biens et services d'Europe, de Dubaï ou de la Chine, au détriment des structures de production basées au Cameroun. Savez-vous que le budget d'investissement, dont le but est de créer un cadre favorable pour soutenir le secteur productif et améliorer le cadre de vie, enregistre des niveaux d'exécution extrêmement faibles? Ce faisant, le gouvernement a favorisé l'émergence d'une économie parasitaire et une culture de jouissance autour des marchés publics. La preuve, regardez le taux d'avancement. Trouvons-nous avec le taux d'avancement de l'ensemble des chantiers pour comprendre véritablement de quoi je parle. À cela s'ajoute une tendance pernicieuse apparue avec les privatisations et renforcée par les projets structurants en cours d'exécution. C'est l'exclusion des entreprises de la main-d'œuvre camerounaise dans la mise en œuvre des projets de modernisation du pays. Les Camerounais n'occupent que des emplois peu qualifiés dans les grands projets d'infrastructures tels que le port en eau profonde de Kirby, l'Ompanga, la centrale hydroélectrique de Memvele, la question de la fibre optique. Tout, c'est ailleurs. On a créé de l'emploi à l'étranger, avec les étrangers, plutôt qu'avec les Camerounais. Ce qu'ils n'ont qu'à faire, les Camerounais, c'est la moto ou alors le benzikin. Savez-vous que plus de la moitié des 8,85 millions de travailleurs camerounais auraient un revenu mensuel de l'emploi principal inférieur ou égal à 15 000 francs CFA et plus de la moitié des ménages vivent dans des logements en matériaux précaires? Alors de quelle émergence parle-t-on? 5 Camerounais sur 10 vivent dans la pauvreté absolue. À l'heure où on parle, le gouvernement est passé maître dans l'art de la lutte contre la vie chère à travers les hangars de proximité, marchés périodiques, boutiques de proximité, miracles et j'en passe. À ce jour, la pression sur les ressources est plus forte dans les prochaines décennies. Peut-on entrevoir dans une émergence à l'horizon 2035 lorsqu'on ne sait même pas combien nous sommes? Le dernier recensement nous a amené à combien? Alors, j'oubliais.
nous sommes, on vient de le dire, l'Institut national de la statistique, environ 600 000 chômeurs en 2022, je pense bien, ajouté à ceux de 2021. Ben, le Cameroun sera prospère, les chantiers sont lancés, le code minier vient d'être mis en place, les chantiers structurants dans le secteur du sous-sol vont véritablement démarrer dans ce pays. La preuve, l'opération Copé s'est bien passée. On a désigné même au niveau de l'enseignement secondaire, invité tout le monde à dénoncer de manière anonyme tous ceux qui ne viendraient pas à l'école. Tout se porte bien. Au Bensikino, on a demandé de se mettre tous en tenue, en gilet, avoir un casque, avoir tout. Ça va aller. Le Cameroun sera émergent à l'horizon 2035. D'ailleurs, le projet, la régie, les différents terminaux, ils sont en train de se mettre en place. Les mairies vont travailler. Hier, ils ont encore organisé un grand forum. Ils ont créé l'association des maires de ville pour mieux réfléchir sur la question du développement de nos villes. Bravo, hurrah, 2035. C'est dans 10 ans, hein, à peu près. 12 ans, si on veut être plus précis. C'est dans 12 ans, c'est plus très loin. Oui, 2023. 11 ans, voilà, 11 ans. 2023 est fini. Pourquoi vous voulez diminuer le temps d'activité? En un mois, on peut faire des choses. Déjà, on a entamé la deuxième phase. Voilà. Puisqu'on ne peut plus exécuter le budget de 2023. Bien sûr, le budget de 2023, il est derrière nous. Okay, maintenant, en fait, on n'a même pas encore le projet de loi. Les députés n'ont même pas encore eu ça. Donc, vraiment. 11 ans alors. On fonctionne beaucoup, on investit peu. On investit peu. Bon, Bengane. Et on règle beaucoup de dettes. Initiative PPTE, pays pauvres très embêtés. Le point d'achèvement, le bout du tunnel, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités. Émergence à l'horizon 2035. J'ai bien envie de poser une question un peu bizarre que tout le monde. Le Cameroun, c'est devenu quoi? Un pays de slogans? Oui, des slogans creux. Des slogans creux. Et vaseux, si on se fie à ce que... Voilà. Non. Le problème est simple. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais s'intitulent les méninges. Je ne sais pas. Le constat est simple. Ce que le président actuel, Paul Biya, et son renouveau a décidé de ne plus, j'allais dire, impulser les projets qu'il a hérités de Ahidjo. Mais il n'a rien remplacé. On nous a menés dans un fonctionnement de tâtons. Sachez-le, je ne sais pas, vous restez... Moi, je sais, parce que comme vous êtes religieux... Non, on se serait quand même dit que même s'il a, entre guillemets, tué les projets d'Ahidjo, on se serait attendu à ce qu'il produise quelque chose... Et je vous ai dit qu'il n'a rien produit. Donc, de tout ce que j'ai cité là... Rien. Si vous ne faites pas ce constat, tant pis. Depuis samedi, le 18 juin 1983, il a décidé de tout détruire. Et il détruisait progressivement. C'est pour ça que Charles Hamel a raison de parler de fonctionnement. C'est-à-dire, on vit au jour le jour sans une projection. Sans projection. Donc, lorsque vous vivez au jour le jour, et dans le développement, il n'y a pas de point statique. Où on recule, où on regrette. D'abord, le point statique. On avance ou on recule. On ne fait pas de Le statique, d'ailleurs, c'est zéro. Quand vous décidez de rester à zéro, vous êtes zéro. Dans notre cas présent, vous trouvez qu'on recule ou qu'on avance? On est resté à zéro, on s'est enfoncé au point où on ne sait même pas comment sortir la tête de l'eau pour se projeter. Il faut venir à cette évidence-là. D'abord, quand Charles Hamel nous parle de eux-mêmes, Charles Hamel, ils ont dit qu'ils n'atteindront pas. C'est pour ça qu'ils sont venus avec 2030, là, comment on l'appelait? La SND 30, la stratégie nationale de développement. La première observation était budget programme 2017-2019 avec un maître mot école de formation au métier agricole. D'accord. Vous formez les gens au métier agricole pour avoir quoi? Au même moment, vous avez eu l'impression que le Cameroun est un pays agricole, la terre ne trompe pas, c'est même lui qui a dit. C'est le président. Donc il faut, d'accord. Lycée agricole de Yabassi, il y a une école agricole à Bingela, mais qu'en est-il de Dibombari? Qu'en est-il de celle qui existait avant à Mbalmayo? Bon, dans tout cela, quelle est l'orientation donnée
à l'école qui forme des ingénieurs agricoles à Tchang? Quelle est celle qu'on donne FASA. à l'université de Ngaoundéré qui formait des techniciens? Il n'y a rien. Mais vous attendez quoi? Là, on est dans le secteur de la Voilà, fin 2019, où on faisait donc le bilan de ce plan triennal-là, non, de ce budget programme, l'un des créateurs de richesses sort. 10e édition Cameroun Business Forum. C'était le 18 mars, lundi le 18 mars 2019. Tawamba, je le cite. Le taux d'investissement est projeté dans le DSE que Charles Amel a donné là, oui, à 23% en 2020, puis 30% en 2025. Or, il stagne depuis 2015 autour de 22%. Le Cameroun a donc du mal à attirer davantage d'investissements privés. Pour retrouver le sentier de la vision 2035, il va falloir gagner 7 points de PIB à l'horizon 2025. Donc dans un an là. Oui, dans un an. Soit en moyenne 600 milliards de francs CFA d'investissement supplémentaires chaque année par rapport à l'année précédente. Il s'agira de passer de 4800 milliards de francs CFA actuels 2019 à une moyenne de 7000 milliards sur les 7 prochaines années. Je rappelle qu'il y a eu un rajout budgétaire lors de l'exercice de 2023. On est passé à un peu plus de 6 000 milliards. 2022, Donc, moyenne 2022 déjà. Oui, Ça commence en 2021, rajout en 2022. 2023, on a dit, bon, il fallait... Il y avait la crise des enseignants et Voilà. ils ont décidé d'un rajout Lorsque budgétaire. M. Tawamba termine dans ça, il dit 7 000 milliards sur les 7 prochaines années. Bonne citation, 2025. Donc, en fait, vous n'avez pas ça dans le tableau de bord de ceux qui nous gouvernent. Mirage, Petite je n'en sais précision, rien, quand, mais on n'atteindra pas. Quand Célestin Tawamba parle justement de 7 000 milliards de budget, je tiens juste à préciser que dans les 7 000 milliards, c'est dédié à l'investissement. Oui, il Dans a le dit secteur. supplémentaire, ça veut dire que ce qui existe, il faut ajouter 7 000 milliards. Ah, Et pour ajouter 7 000 milliards, il faut attirer les investissements privés. oui. Lui-même, président, organise un sommet où on doit attirer les investissements privés, personne ne vient. Madame qui s'occupe, qui est notre marketeuse internationale, agent de promotion des investissements, il appelle tout le monde, les gens viennent au Colombe et on lui dit, Madame, votre pays n'est pas sérieux, on n'investit pas. Ils sont partis même au Qatar. Oui, oui, Voilà. oui, Ils sont partis au Qatar Qatar. pendant la Coupe du Monde pour faire la promotion Ne faisons pas. du Cameroun, attirer Made in les Cameroun. investisseurs, oui, pour Made in venir Cameroun. investir. Bon, quand vous Made in le au faites, Qatar. on vous dit qu'il y aura une usine de poulets qui va faire 3000 poulets par jour à Bafang, il n'y aura rien. On vous dit que votre tomate sera transformée à Fumbot, on ferme l'usine. On parle de l'usine de transformation de Formation manioc agricole, de voilà, Mbalayo, de Sangmelima. de Sangmelima, rien. Bon, vous Là, on dites, était dans le domaine de l'agro-industrie. On se rend bien compte que justement, on piétine, on stagne, Donc, on s'enfonce. Voilà. Dominique Audrey, on parle de la deuxième phase de l'implémentation de cette vision de l'émergence en 2035. On nous parlait à long... Là, je parle maintenant de l'argent, hein, le pécunier, ce qu'on touche là. On nous disait le Camerounais lambda devait se retrouver à une moyenne d'à peu près 150 000 francs de SMIC. Si je fais la traduction... Non, ne calculez pas avec les chiffres de 2007. Oui, je vous en prie. C'est juste que... Ils nous ont donné des chiffres. On les implémente aux réalités actuelles. Ça signifie en d'autres termes qu'en 2025, on aurait dû avoir un SMIC de 150 000 francs. Ok. Sauf que là, on en est à peine à un SMIC de 40 quelque chose de 1000. On parle de 42 800 trucs, mais ça, c'est en fonction des corps de métier. En fonction de... On a même un SMIC à triple vitesse. Finalement, on se dit... L'émergence, notre émergence pécuniaire. La première phase d'abord, où le bilan c'est quoi de la première phase? Oh, vous aussi, on a Qu'est-ce fait une qui a émission marché? spéciale ici sur les non-bilans, les bilans qui sont non-bilans, qui deviennent des non-bilans. Ok. Qu'on Donc donne ça, nous ça en a jamais fonctionné. compte. Oui, selon eux, ça a fonctionné. Vous avez vu le gouvernement nous donner le bilan de quelque chose. Ok. Donc vous dites que bientôt on va passer à 150 000 francs de SMIC. Le SMIC. C'est cadeau pour vous, prenez.
Je rappelle que quelques mois auparavant, les acteurs sociétaux se sont assis avec notre ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à qui je dis bonjour, et qu'ils ont demandé une revalorisation du SMIC au moins à 100 000 francs. Le gars a dit que non, l'affaire là, ça ne peut pas marcher. Après un consensus, vous voulez Après un être autour consensus, de 60 000 francs. Le gars a dit d'accord. Finalement, il est sorti, il a doublé les gars. 40 000. Papa, jonglerie, 40 000. Mais on a encore du temps, vous avez dit 2025. On a encore du temps. Donc entre On entre en année 2023 électorale. et 2024. Ils vont le faire certainement, ils vont le faire. C'est dingue, moi, Gardez la foi. Quand on décide de se lancer dans un chantier tel qu'annoncé, une émergence en 2035, on doit avoir des chevaux de bataille. On doit avoir un cheval de bataille. Je veux dire que plusieurs chevals. Plusieurs chevaux. Il faut arrêter ça parce que Madame Christine Lagarde, en décembre, quand elle a eu son toast ici, il a dit au président lui-même, Monsieur le Président, j'ai peur, vous avez embrassé beaucoup de choses, j'ai peur que vous ne puissiez pas réaliser même les trains quand ils faisaient les toasts là. Voilà. L'émergence de notre République exemplaire en construction se fonde sur quoi? Certains pays... On a déjà vu avec Bombo que la croissance agricole, c'est pas trop ça. Oui, certains pays ont axé leur développement sur le tourisme. Comme le Rwanda. Voilà. Sur l'agriculture. Comme la Côte d'Ivoire avec le cacao. Avec le cacao et l'arcade aujourd'hui. Comme le Sénégal avec le riz. Comme le Sénégal. Nous alors, on fait dans quoi? Substitution. Dans le... Non, dans le bavardage. Non, on fait dans l'informel. On vend. On est bas, c'est là. Vous ne produisez même pas ce que vous vendez. Parce que si on... Non, on vend. Est-ce qu'on va produire? Vous vendez quoi? Si ce sont les vêtements, c'est la fripe que vous vendez. Produit ailleurs. Si c'est... vous vendez quoi? Bon, ils sont alors partis avec quoi au Qatar? Vous vendez quoi? Du Made in Cameroun. Ils sont partis avec quoi? Il y a le cacao qu'on fait frire souvent là. Le poivre noir de Penja. Le poivre noir. Peut-être le sel. Je ne sais pas trop. Oh, le sel est universel. Il n'y a pas un sel camerounais. Non, il y a différents sels. Il y a... Parole d'une cuisinière. Non, pas d'une cuisinière. J'ai regardé un documentaire qui présentait... D'accord. Voilà. Donc, il y a que quand vous essayez de parcourir, de lire ce qui fera l'émergence du Cameroun en 2035, on vous dit, vous aurez des routes, il n'y aura plus d'embouteillages, des tramways, des hôpitaux. Si vous lisez ça, étant hors du Cameroun, vous allez dire que c'est là, dans le pays là que je meurs. C'est là-bas que je meurs. En 12 ans, vous pensez qu'on va pouvoir couvrir la santé de tout le territoire? C'est autre chose, je vous en prie. On ne va pas entrer sur ça. Attendez, vous voulez être émergent sans soigner les gens? C'est glissant. Est-ce que vous savez même que dans le document que Charles Hamel nous a lu là, les gars nous disent qu'en 2035, on aura avec l'émergence, on aura un SMIC qui avoisinera les 3 000 $. Soit. Vous savez combien font 3 000 $? 1 500 000 francs. Cadeau pour vous. Vous n'êtes pas content comment? On vous dit que vous aurez un salaire minimum d'1 500 000 francs. Écoutez, on n'a pas d'énergie. On a la foi. Écoutez, si on veut parler d'émergence aujourd'hui, on doit pouvoir produire de l'électricité, on le disait la semaine dernière, pour pouvoir industrialiser le pays. Bon, on part sur l'agriculture, on produit des tomates, on sèche la tomate en usine, on exporte. La sortie récente des ministres, après avoir fait un tour sur les chantiers, nous ont démontré, au vu de leur dit, que suivant les dits du chef de l'État, notre guide éclairé, l'infatigable bâtisseur, les choses seront prêtes le jour dit en 2035, au vu du taux d'avancement. Parce que n'oubliez pas ça, du taux d'avancement des travaux. Il n'y a personne pour dire au président que ça ne marche pas, que ça ne donne pas. Ces gens qui l'ont choisi lui disent que ça va. Vous voulez encore que nous on dise quoi? Non, je veux dire parmi ces gens. Pamela Fomenon se retrouve avec un déficit énergétique d'à peu près 24 000 mégawatts. Le Cameroun a un potentiel d'un peu plus de 25 000. On n'atteint même pas encore les 1000. Ça explique pourquoi vous avez passé tout le week-end dans le noir. C'était juste une petite parade. Peut-on penser une émergence, une industrialisation alors qu'on est encore dans le noir? L'obscurantisme. Moi, je crois pas, honnêtement, je ne sais pas pour ceux qui tiennent ce genre de discours. Moi, c'est
cette émission ne me parle pas parce que dites-vous bien qu'en 2035, la population va considérablement augmenter. Ok? Vous êtes d'abord combien? On est même d'abord combien? C'est la... Peut-être Est-ce que vous dites que ça va augmenter? Vous êtes d'abord combien? je crois que... Peut-être 24. Est-ce qu'on nous a C'est en 2005, non? 2005. Vous avez encore vu les gens se balader pour nous dire que vous êtes combien dans votre maison là? Mais il s'appuie certainement sur les chiffres des moustiquaires. Qu'est-ce que vous croyez? Quel moustiquaire? Oui, quand on vient vous donner la moustiquaire, on vous dit que c'est 2 moustiquaires pour une personne. Non? Il y a les chiffres qu'on les donne là. Parfois, on ajoute même parce qu'on veut autant de moustiquaires à la maison. Monsieur le ministre, Monsieur Mathieu, ça peut être ça, hein, les moustiquaires qu'on nous dit. C'est vrai, C'est quand même incroyable. on sait souvent que c'est à partir de 3 personnes qu'on donne moustiquaires, non? Bon, on dit parfois nous sommes 5. On veut qu'on nous donne autant. Donc, si c'est de ça qu'ils vont s'en tenir pour nous rendre. Et après, vous allez pêcher vraiment, avec. Ils font vraiment, c'est une mauvaise heure. Ce que je disais, c'est que en 2023, aujourd'hui, ce qui est sûr en 2035, on aura considérablement augmenté. Et les problèmes de 2023 ne seront pas résolus. On va se retrouver en 2035 avec les mêmes problèmes. Sauf qu'on sera plus nombreux à avoir les mêmes problèmes. Voilà. Là. Quand vous êtes dans une famille de 2 bouches, pour réussir à être avec 3 ou 4 bouches, donc vous augmentez le problème. Donc, si on va même pas résoudre les problèmes de 2023. Quand vous allez te marier, comme je vais t'envoyer en mariage là, je pense que vous ne serez plus le rapport maintenant, c'est quoi là? C'est pour que tu équilibres le budget là. Vous ne serez plus 2. Je crois qu'à un moment donné, on doit encourager les investisseurs parce que plus le marché est compétitif et concurrent, je crois que c'est l'économie camerounaise qui va forcément gagner. Mais quand ce n'est pas le cas, je ne pense véritablement pas parce que si on s'en tient en 2009 où on disait qu'on voulait un Cameroun émergent, un Cameroun démocratique avec la diversité et tout ce que cela comporte, mais 2009-2023, si on fait le bilan, je crois que ce n'est véritablement pas ce qu'on attend de ceux qui nous gouvernent. D'accord, bilan, pas bilan, on va savoir. Monsieur Dine, un jour, on était à un